Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui à Free Impact Magazine de recevoir Maître Niels Kinwani, coordonnateur dans la communauté congolaise de Washington ou encore chez Amazon, vous avez de responsabilités. Mais en plus, vous êtes membre de la MOCA de Martin Fayoulou où vous jouez le rôle du responsable de la jeunesse ici aux États-Unis et son conseiller en diplomatie. Ben parce que vous êtes conseiller en diplomatie, dernièrement, Monsieur Martin Fayoulou a fait une sortie médiatique où il a parlé du dialogue qu'il réclamerait pour tous les opposants et les politiciens congolais. Pour commencer, est-ce qu'il y a crise au Congo? Oui, mais évidemment, les conditions au pays ne sont pas optimales et donc il y a lieu de se réunir et de réfléchir autour des problèmes qui persistent et qui affligent notre peuple dans une misère aujourd'hui indescriptible en tout cas. Et que pour répondre à votre question, oui, il y a bien évidemment crise parce que les conditions sont difficiles au pays. Les conditions sont difficiles au pays, mais est-ce qu'il y a une température pour dire que ces conditions n'ont jamais été ainsi avant le pouvoir de Félix Tshisekedi? Mais tout se dégrade aujourd'hui. Hmm. On va aller peut-être dans le domaine sécuritaire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des territoires, vastes territoires qui sont contrôlés par des forces négatives. Nous sommes agressés. Et vous voyez la partie est de notre pays, nous avons perdu contrôle des vastes territoires. C'est la même chose aussi à l'ouest du pays où il y a aussi de vastes territoires qui échappent au contrôle du gouvernement en place. Quand vous voyez cela, vous vous dites qu'il y a 3, 4 ans, on avait, au moins le gouvernement avait le contrôle de tous ces territoires. Voilà. Et on peut aller comme ça hein, dans le domaine économique, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine sanitaire. Aujourd'hui, la RDC est confrontée à plusieurs crise de santé publique. Et même chose dans le domaine d'enseignement. Nous avons des enseignants qui ne sont pas payés, les salaires continuent à stagner et donc la situation se dégrade au jour le jour. Avant que Félix Tshisekedi ne vienne aux affaires, on a remarqué que dans les derniers jours de Kabila, on avait le même problème qui se posait. Il y avait le M23 qui régnait toujours à l'Est. On a 145 territoires au Congo et il y a peut-être 3 territoires qui sont occupés à l'Est. Qu'en dites-vous? Oui, mais ces territoires-là n'étaient pas occupés en 2019, c'est ça, Mhm, ou en 2020 ou 21, ces territoires n'étaient pas occupés. Et donc, mhm. si ces territoires sont occupés aujourd'hui, c'est qu'évidemment, la situation s'est détériorée, s'est dégradée. Quelle est la solution magique que la MOCA propose avec ce dialogue? Voilà, ça c'est une bonne question. Alors, pourquoi le dialogue? Pour mieux comprendre ces contextes ou ces concepts de dialogue, il faudrait comprendre les fondements même d'une république ou d'une nation. Les fondements d'une nation sont basés sur 2 éléments. Le premier élément, c'est la volonté de vivre ensemble. Et le deuxième élément, c'est la volonté de se soumettre aux mêmes lois. En dit, sans ces 2 éléments, vous n'avez pas une nation. L'État ne peut pas survivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ça le problème que nous connaissons aujourd'hui, où la volonté, notre volonté de vivre ensemble et notre volonté de se soumettre aux mêmes lois se fragilise au jour le jour. Et il y a plein d'exemples comme ça aujourd'hui. Quand vous voyez que pendant une courte période de temps, il y a des jeunes, des politiciens, des gens qui viennent de tous bords rejoindre les camps des ennemis, les gens qui combattent notre pays. Vous vous posez des questions. C'est une hémorragie aujourd'hui. Vous savez, vous allez à Kinshasa à un moment donné, surtout le début de cette année, c'est chaque semaine où il y avait des jeunes dans la classe politique, dans des cadres, dans plusieurs autres classes de la société qui sont, si pas utilisés
par les ennemis de la République, nos agresseurs, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, s'ils ne sont pas utilisés, c'est qu'ils rejoignent ces groupes rebelles. Alors, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ces compatriotes rejoignent ces groupes armés, ces groupes rebelles, pour en fait combattre leurs frères et sœurs? Et c'est ça même l'essence du dialogue. Nous commençons par là. Mais pourquoi les gens nous quittent pour aller rejoindre les groupes armés? Et donc aujourd'hui, le dialogue va faire en sorte que nous puissions arrêter cette hémorragie. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent, qui ont cette intention de rejoindre les groupes armés, on va leur dire de venir, nous allons négocier avec vous. Tous ces politiciens qui ont été frustrés d'une façon ou d'une autre, c'est ça l'occasion de les ramener autour de la table, de leur dire, frères et sœurs, dialoguons, parlons. La solution n'est pas d'aller chez les ennemis. Et donc, c'est ça aujourd'hui l'essence du dialogue. Parce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui que pendant plus de maintenant 30 ans, que nos agresseurs utilisent nos frères et sœurs. Ça doit nous interpeller. Et nous apprenons qu'il y a des jeunes gens qui sont utilisés par force, hein, parce que lorsque les groupes rebelles entrent dans un village, ils forcent les jeunes à intégrer leur groupe ou on les envoie dans les mines. Oui, oui, mais ça, c'est aussi, le problème se pose aussi de ce côté. Mais le problème dans la classe politique, dans la société en général, c'est que nous avons des gens qui sont à Kinshasa, qui quittent Kinshasa et qui vont aller rejoindre la rébellion, les groupes armés. C'est ce qui est inquiétant, en fait. Ah Et ouais, mais on a remarqué que la plupart de ceux qui quittent Kinshasa, c'est des politiciens qui retrouvent pas leur place dans le gouvernement actuel. Il y a par exemple Nanga qui a formé un mouvement hein, qui s'avère être le mouvement de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont par exemple déçus parce que bon, ils n'ont plus le beefsteak qu'ils avaient dans le temps, est-ce que ces gens, on a besoin de dialoguer avec eux? Mais écoutez, Andy, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un processus politique électoral irrégulier. Nous le reconnaissons tous. Et même les gens qui sont au pouvoir reconnaissent qu'il y a eu un processus irrégulier à tous les niveaux. Nous le reconnaissons tous. Et c'est normal que ces processus irréguliers, évidemment, causent des frustrations ou produisent des frustrés. Et ces gens-là, quand vous leur donnez pas un cadre d'échange, un cadre de dialogue, évidemment, ils vont se rabattre au groupe rebelle et au jeu de l'ennemi. Donc, c'est important de mettre un cadre de dialogue et d'échange pour dire à ses frères et sœurs que voilà, nous comprenons qu'il y a eu un processus électoral, un processus politique irrégulier, mais voilà, la solution sera trouvée autour d'une table et pas dans la rébellion. J'aurais encore compris si, par exemple, Maître Niels, que vous êtes, s'était retrouvé à l'Est dans un groupe rebelle, ou encore un membre de l'AMOCA de Martin Fayoulou. Mais ceux que l'on voit jusque-là, ce sont les membres du FCC de Joseph Kabila. Comment vous expliquez ça? Non, ce n'est pas seulement les gens de Kabila. Regardez bien ce groupe-là. Nanga lui-même, il n'était pas, à ma connaissance, il n'a jamais fait partie du regroupement de M. Kabila. Mais il y a plein d'autres qui ne sont pas nécessairement du FCC ou du parti ou du regroupement politique de M. Kabila qui rejoignent l'ennemi. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est ce qui est très important, c'est que l'ennemi utilise toujours les Congolais, de tous bords. Aujourd'hui, on parle de Kabila, mais il y a eu, dans la plupart des branches politiques, il y a des gens qui quittent pour aller rejoindre la rébellion. Mais aussi le dialogue. Donc, il y a la première partie du dialogue consistera donc à mettre ensemble tous les politiciens et les membres même de la société civile
Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, Andy, c'est que nous voyons peut-être les gens des Kabila seulement dans ces mouvements. Donc demain ou après-demain, vous risquerez de voir des gens d'autres regroupements, d'autres partis politiques aller rejoindre les camps de l'ennemi. Et nous, notre démarche consiste à stopper, arrêter cette hémorragie. Comment arrêter cette hémorragie et pourquoi cette fois-ci? Parce que après que Félix Tshisekedi ait pris le pouvoir en 2019, il a fait une tentative d'approcher Martin Fayoulou. Il a parlé de la main sale de Félix Tshisekedi. Et puis, dernièrement, lorsque on était en train de former l'Union sacrée de la nation, il a refusé de faire partie. Pourquoi cette fois-ci seulement quand lui le pense? Non, Martin Fayoulou n'a jamais refusé un dialogue régulier, un dialogue impartial. Martin Fayoulou, juste au lendemain des élections de 2018, les élections que nous connaissons, nous connaissons tous comment ces élections se sont passées, ces élections chaotiques. Au lendemain de ces élections, Martin Fayoulou a proposé ce qu'on appelait le plan de sortie des crises. Et dans ces plans-là, Martin Fayoulou a proposé évidemment un cadre d'échange, le cadre d'échange pour parler des réformes, les réformes institutionnelles. Et il ne s'agit pas, on va préciser cela, il ne s'agit pas ici du partage du pouvoir. Et Martin Fayoulou, en 2019, il a proposé cet agenda, ce cadre d'échange. Mais la seule différence ici, avec ce que nos amis voilà, nos amis de l'autre côté proposent, c'est que c'est pas un cadre où on va partager le pouvoir. Parce que vous avez vu, à la naissance de l'Union sacrée, il y a eu un dialogue comme ça et ce dialogue a abouti au partage du pouvoir. Nous ne voulons pas cela. Et c'est pourquoi nous voulons impliquer nos pères spirituels. Parce que nous voulons ici parler des choses sérieuses qui vont au-delà du partage du pouvoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, Martin Fayou nous propose un cadre de dialogue qui va au-delà de la politique actuelle, qui va au-delà des postes ou du pouvoir actuel. C'est un cadre de dialogue qui va nous pousser à réfléchir sur des réformes. Et nous avons besoin des réformes. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, si par exemple ce dialogue est accepté, Martin Fayoulou ne cherchera pas à se retrouver quelque part? Il ne s'agit pas de postes. Retenez ça aujourd'hui, Andy, et je vous rassure, je vous garantis que ce dialogue n'a pas un agenda caché pour le partage du pouvoir. Je vous le garantis et je garantis à tous ceux qui nous suivent ici et que Martin Fayoulou ne va pas là-bas pour attendre ou demander un poste politique. On n'a jamais vu ça. Partout où il y a négociation ou dialogue, il s'avère qu'en fin de compte, il y a toujours quelques postes qui sont donnés à tous ceux qui ont contribué à ce dialogue. Il y a toujours partage de responsabilités, si on peut dire. Donc, vous Et voulez dire aujourd'hui que si cela est fait, Martin Fayoulou ne se retrouvera nulle part dans ce gouvernement-là qui viendra après, ou encore certains membres de son groupe dont vous, par exemple. non, on ne sera pas dans le gouvernement. S'il ne s'agit pas du portage du pouvoir, on ne sera pas dans le gouvernement et notre démarche ne consiste pas à quémander des postes politiques. Et là, vous me donnez l'occasion de le dire, Andy, c'est que ce dialogue sera une opportunité inédite dans l'histoire de notre pays. Parce que nous avons vu, depuis la table ronde jusqu'à voilà, au dialogue de l'Union sacrée, tous ces échanges, si toutes ces assises ont eu pour objectif, évidemment, le partage du pouvoir, la politique et tout. Ça sera le premier dialogue ou le premier cadre d'échange où nous allons parler des réformes institutionnelle. Et tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît ce besoin de réformes. Vous avez suivi, M. Tshisekedi a parlé de ça. Nous avons besoin de réformes. Tout le monde parle de ça. Nous avons besoin de réformes. Et donc, ces réformes-là demanderont un cadre sérieux d'échange. On ne peut pas faire des réformes avec les gens avec qui vous partagez un credo. Mais nous avons un Parlement, nous avons le Sénat, et c'est là que les réformes se font.
C'est là le terrain où tout se joue. Pourquoi est-ce que Martin Fayoulou et ses membres ne se retrouveraient pas ou chercheraient à joindre ce Parlement, ou plutôt ce Sénat, pour parler de ce dialogue, ou plutôt des sujets qui leur tiennent à cœur? Mais Andy, le Parlement d'aujourd'hui n'a aucun crédit aux yeux de la population. Ce Parlement résulte d'un processus très irrégulier. Aujourd'hui, nous avons même les gens du pouvoir qui contestent ces parlements. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peut-être cet échange avec moi. Il y a les gens du pouvoir qui contestent la légitimité de ces parlements. Ces parlements qui est contrôlé à 80 ou 90% par, par l'union sacrée. Et l'union sacrée, nous voyons tous les théâtres qu'il nous offre, vous comprenez que ce Parlement est un Parlement irrégulier. Et donc, et je pense même la quintessence des réformes que nous proposons vont même au-delà des aspirations même de ces parlements. Parce que nous avons vu clairement que ces parlements, il y a aucune discussion sérieuse dans ces parlements. Parce que c'est un parlement où 80%, 90% parlent le même langage. Et donc, voilà, on dit c'est le choc d'idées qui, évidemment, amène la lumière. Mais là, quand vous avez 90% des gens qui parlent le même langage, est-ce que vous espérez avoir la lumière dans ces genres de dynamisme? Pas du tout. C'est pourquoi nous proposons un cadre qui est neutre, un cadre qui est plus inclusif que le Parlement, parce que le Parlement n'est pas inclusif, en tout cas, ne représente pas les forces politiques, les tendances politiques de notre pays. Donc, nous avons besoin d'un cadre qui sera plus neutre, plus impartial et plus inclusif. Et qui pensez-vous avoir autour de la table? Mais on a proposé aujourd'hui, nous avons les leaders politiques qui sont connus. Il y a M. Katumbi, il y a M. Kabila, il y a M. Tshisekedi. Et voilà. Et donc, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais ça, ce sont les grands leaders politiques qui représentent les tendances politiques majeures du pays. Et déjà, avec M. Katumbi, on a senti qu'il n'est pas prêt de vous joindre en cette tentative parce que certains de ses membres ont pu parler et ils sont contre ce dialogue. Mais on ne comprend pas pourquoi ils sont contre le dialogue, parce que ce dialogue, comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas de partage du pouvoir, il s'agit d'une réflexion sérieuse sur l'avenir de notre pays. Ça veut dire ce qui se passe, réfléchir sérieusement sur des questions aujourd'hui de gouvernance. Aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il y a des scandales de corruption. Mais comment nous sommes arrivés à cette situation? Ça, ce sont des questions sérieuses. Et si on ne veut pas réfléchir à ce genre de questions, c'est que, voilà, où sont vos intérêts? Parce que vos intérêts doivent se retrouver ou doivent être positionnés pour le peuple, et le peuple aujourd'hui demande la bonne gouvernance. Et Martin Fayulu n'a pas caché l'agenda. L'agenda est connu. L'agenda est connu. Nous parlons de de la gouvernance, la bonne gouvernance. Nous parlons de la sécurité et nous parlons des réformes institutionnelles. Donc, il n'y a pas de secret. Maître, vous avez parlé de la corruption, mais est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui on parle scandale, on parle corruption parce qu'elle est beaucoup plus télévisée que dans les anciens gouvernements? Mais peu importe, l'essentiel c'est quoi? C'est que nous, ce que l'on veut, c'est que fait-on des corrupteurs, des corrompus, de ces gens que nous voyons à la télé, qui sont télévisés? Que faisons-nous de ces gens-là? Qu'est-ce que nous faisons d'eux? C'est ça, c'est que quand ces gens-là, on voit qu'ils ne sont pas inquiétés, Hmm. qu'ils, voilà, qu'ils il y a la plupart des gens même qui, après avoir été accusés de corruption, on leur confie d'autres postes de responsabilité. C'est là le problème. Peu importe. Mais nous voulons aujourd'hui réfléchir sur un système qui fera en sorte que quand vous êtes accusé et condamné pour corruption, évidemment, votre place, c'est en prison. Ça ne se discute pas. C'est ça la bonne gouvernance. C'est ça, et c'est de ça. Aujourd'hui, quand on nous dit non, pendant la période de M. Kabila, il y avait pire que ça, on ne voyait pas. Non, peu importe. Et même quand vous dites ça,
Mais qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Parce que ces anciens corrompus se retrouvent encore aujourd'hui. Donc, en disant cela, c'est que vous entretenez un cycle de corruption. Ce n'est pas en même temps une leçon de démocratie qui est donnée parce que vous qui êtes maître, vous savez que quand quelqu'un est arrêté, il doit être jugé. Et s'il est jugé, il doit être condamné ou ne pas être condamné. Et que lorsque la sentence tombe, en ce moment-là, on sait ce qu'on va faire de lui. Mais en même temps, les avocats jouent leur rôle. Si les avocats arrivent à convaincre et que le juge ou le procureur trouve qu'il n'y a pas de raison forte pour que ces gens soient mis en prison. Vous ne trouvez pas aussi que c'est une leçon de démocratie qu'on est en train d'apprendre parce que ces choses, on ne les voyait pas dans le temps? Mais vous avez vu des procès où le juge n'a pas condamné. Moi, je n'ai pas vu en tout cas des procès. Il n'y a pas eu de procès. Moi, les procès que nous voyons, les procès en flagrance que nous voyons, sont des procès de Koulouna, des procès de, voilà, qui vont dans, qui ne sont pas dans les affaires de corruption. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas vu un procès régulier où, à la fin, le juge a dit que la personne est innocente. Voilà. Et moi, en tant que juriste, évidemment, j'adhère au principe de la présomption d'innocence, mais en même temps, nous devons voir un procès. C'est ça, en fait. Mais vous reconnaissez quand même, maître, qu'un pas est fait et que c'est ce pas que vous voulez améliorer. Non, il n'y a pas de pas. C'est peut-être les gens télévisent cela, ils font du populisme. C'est ça, en tout cas, si c'est le premier pas, bon, peut-être on peut considérer ce populisme-là comme le premier pas. Mais le premier pas dans un élan sérieux dans un élan sérieux pour mettre fin à cette corruption, nous n'avons pas encore vu un progrès considérable et significatif dans ce sens. Nous allons d'un système dictatorial ancré dans le peuple depuis 1960. Aujourd'hui, on voit ce que l'on voit qui serait quand même un pas. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose par rapport à d'où l'on vient? Pendant 50 ans, en fait, nous avons été dans ça et notre système politique, c'était la dictature et les choses qui se disaient pas, qui se faisaient pas voir au monde entier. Aujourd'hui, en parler, c'est pas quelque chose quand même. Mais quand vous en parlez Ouais. et que vous n'agissez pas, vous vous moquez de la population, on dit. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous parlez de ça, on vous dit que voilà, cette personne vous a volé 500 millions et le lendemain, vous le voyez à Paris en train de festoyer. Vous vous moquez de la population, en fait. Mais même si on doit parler de nos habitudes, mais à un moment donné, on devra arrêter avec ça. Et de surcroît, les gens qui sont au pouvoir maintenant, c'est que ce sont des gens qui nous ont prêché l'état de droit. Et donc, ils seraient au conditionnel les mieux placés pour briser ce cycle de corruption. Et donc, moi, je pense qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'une amélioration dans le sens que nous pouvons parler de ça aujourd'hui, mais il faut prendre des actions. Sinon, vous vous moquez de la population et là, c'est inacceptable. Le groupe Ensemble de Katumbi semble ne pas trop dans cette proposition de dialogue et il va vous rester l'Union sacrée et aussi le FCC dont vous parlez semble avoir choisi la rébellion. Mais bon, je pense, Monsieur Katumbi, nous continuons notre appel est toujours là. Je pense qu'ils vont vite revenir à la raison. Nous croyons en leur volonté de voir les choses évidemment avancer dans notre pays. Et donc, nous espérons qu'ils vont nous rejoindre. S'agissant de Monsieur Kabila, je pense qu'il a joué un rôle dans l'histoire de notre pays. Nous devons le reconnaître. Évidemment, l'histoire aujourd'hui qui n'est peut-être pas, on va le dire, qui n'est pas satisfaisant en tout cas, mais il a joué un rôle et nous estimons qu'il doit être sur cette table de dialogue. Et donc, Même si c'est confirmé qu'il a choisi de faire la rébellion.
Bon, moi, je pense que on doit aller au-delà de tout ça, Andy. Et c'est ce que je disais au début. C'est que aujourd'hui, nous devons nous poser la question, au-delà de M. Kabila, au-delà de M. Nanga, qu'est-ce qui pousse les Congolais aujourd'hui à trahir leur pays? Parce que ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Et nous voyons, c'est que ce n'est plus un secret aujourd'hui, les velléités économiques du Rwanda. Nous voyons que le Rwanda, l'Ouganda exploitent notre pays, tuent nos frères et sœurs. Et la guerre au Congo, c'est la guerre qui a produit, qui a le plus grand nombre de morts. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on parle de plus de 7 millions de morts, plus de 8 millions de déplacés. Mais comment, avec tout ça, pendant 30 ans, et je vous mets au défi, Andy, de me citer un seul pays dans le monde qui, pendant 30 ans, a, a continué dans ces cercles, dans ces cycles de trahison, où nos frères et sœurs, hier c'était peut-être Kabila, le père, qui travaillait avec nos agresseurs. Après, on a accusé, il y a eu Kundabatoire et les autres, tous ces gens-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens euh, rejoignent les camps de l'ennemi? Et Et vous ne donc, pensez pas que les mécontents, on en aura toujours parce que sous Mobutu, il y a eu, je crois, trois ou quatre coups d'État manqués. Kabila Laurent a été d'ailleurs tué dans un coup d'État. Joseph Kabila, lui, n'a peut-être pas connu de coup d'État, peut-être parce qu'il a des accointances avec ceux qui nous menacent ou qui nous agressent. Et Tshisekedi, d'ailleurs, victime d'un coup d'État qui a manqué officiellement dernièrement. Hein. Il y en a d'autres dont on parle officieusement. Vous ne pensez pas que ça, c'est dans la tête de certains Congolais de ne pas être satisfait de ce que les autres font? mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que, évidemment, j'ai dit au début, c'est Hmm. que nous venons d'un processus irrégulier. Il y a des frustrés même, et c'est une situation assez particulière de notre histoire, c'est que même les gens qui sont au pouvoir sont mécontents. Comment vous expliquez ça? Et donc, il s'agit ici de faire en sorte, parce que ici, nous connaissons ce qui cause en tout cas, ou la plupart ou une grande partie des frustrations, c'est que quand vous suivez tous ces gens qui rejoignent l'ennemi, c'est que, surtout au moment actuel, dans ce qui se passe aujourd'hui, ils vous disent que c'est que nous venons d'un processus irrégulier. Et avec ça, nous devons réfléchir comment redresser ces mâles-là. Et Et si vous avez raison, aller guérir ce mal avec les fruits de ce processus irrégulier. mais c'est ce que j'ai dit, c'est que il y a toujours des mécontents. Même ici aux États-Unis, Ouais. il y a des mécontents. Nous avons vu que voilà, les dispositions électorales actuelles nous ont conduit à un échec parce que ce processus électoral a été un échec. Et je répète encore, Andy, c'est que cet échec est reconnu par toutes les tendances politiques. Et donc, il y a lieu de se mettre autour d'une table et de discuter. Ça me surprendrait parce qu'il y a quand même des partis qui reconnaissent que le travail a été fait. Par exemple, l'UDPS a prouvé une base dans tout le pays, même dans le Congo profond. Il y a Martin Fayoulou, par exemple, qui y a déjoué lui-même son succès en changeant de position de temps en temps et qui s'est retrouvé d'ailleurs aux élections sans député. Ah, il y a les autres qui se sont retrouvés ici et là avec deux, trois, peut-être plus de députés. Vous pensez que ce processus n'a pas marché parce que Martin Fayoulou n'a pas réussi? Non, ce processus n'a pas marché parce que moi, vous parlez de l'UDPS, moi j'ai suivi le secrétaire général, je ne sais pas s'il est toujours là, l'actuel ou l'ancien, je l'ai entendu dire que voilà, le mandat, leur mandat en tout cas, a été un échec. Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'UDPS. Ils ont clairement dit que nous avons déçu la population. Nous n'avons pas répondu aux attentes de la population. Ça ne vient pas de nous, c'est l'UDPS. Et j'en profite pour vous lire ce petit bilan que j'ai pu découvrir quelque part.
On dit qu'en 6 ans, il a construit plus de 700 écoles, 420 centres de santé, 340 bâtiments administratifs, 5 universités, 4 aéroports et un port. Vous pensez que c'est pas suffisant quand même? 700 écoles, en tout cas, quand vous me dites 700 écoles, et quand j'étais à Kinshasa récemment, et Ouais. les gens parlent de ce genre de choses, 700 écoles. Mais je vous mets au Plus de défi, 700. plus de 700 écoles, je vous mets au défi, Andy, c'est que personne ne pourra citer 20 écoles, 10 personnes. Ce qui se passe dans des pays sérieux, c'est que quand vous avancez de tels chiffres, il y a un site Internet où on peut compter tous ces 700 écoles. Mais aujourd'hui, on parle de 700 écoles, même à Kinshasa, citer même 10 à Kinshasa, personne ne pourra le faire. Donc, c'est une comédie et je pense même que ce genre de questions ou ce genre de statistiques ne peuvent pas être même l'objet d'une discussion sérieuse, hein. Même à Kinshasa, citez-moi même 10. Il n'y en a pas. Non, ben, mais il n'y a pas que Kinshasa. Nous avons Non, 145 territoires en 145, RDC. mais ces gens qui vous donnent ce genre d'informations, posez-leur la question de vous citer, demandez-leur de vous citer au moins 10 ou 20 centres de santé. Les noms, ils ne sauront pas. Maître, quelle démarche a été faite déjà par Martin Fayoulou et son groupe d'obtenir ce dialogue auprès du gouvernement, auprès des membres de l'opposition? Non, nous voulons nous réunir autour de nos pères spirituels. Et donc, nous avons engagé des discussions dans ce sens. Et vous avez vu déjà, euh, nos pères spirituels ont répondu ou ont lancé un message favorable, évidemment, à cet appel de Martin Fayoulou. Voilà, il y a des discussions dans ce sens. Mais comme je le répète, l'invitation est ouverte à tout le monde. Nous avons lancé, nous avons dit à Monsieur Katumbi, Monsieur Kabila de nous rejoindre. Évidemment, nous sommes ouverts dans ce sens en tout cas. Vous avez lancé des invitations directes ou vous l'avez fait sur les réseaux? Non, mais pour l'instant, nous voulons que l'invitation officielle vienne de nos pères spirituels qui vont nous réunir. Et pères spirituels qui semblent avoir déçu la population, qui n'ont pas très bonne réputation dans la population aujourd'hui. Je parle particulièrement de Monseigneur Ambongo. Vous pensez qu'il y a crédit à lui donner? Non, nos pères spirituels ont joué un grand rôle dans notre pays, Andy. Je pense que nous avons vu à la conférence nationale souveraine, Ouais, mais ce ne sont c'était pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. mais C'est ça le problème. l'institution reste la même. Donc, vous me parlez d'individus, moi je parle d'institutions. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de pères spirituels, on voit l'institution, on voit l'Église, on ne voit pas des individus parce que tous ces gens vont passer. Et dans l'histoire de notre pays, vous allez reconnaître que l'Église a joué un rôle majeur. Vous avez vu à la conférence nationale souveraine qui a été sauvée par l'Église. Donc, et nous continuons à croire que l'Église peut jouer ce rôle-là aujourd'hui. Bien sûr, mais la population questionne plutôt la neutralité de Monseigneur Ambongo et de l'abbé Nchole. Mais ce que je dis, là, ce sont des individus, ce sont les animateurs, c'est vrai, des institutions, mais ce sont des individus. Mais nous croyons en l'institution Église. Et je ne pense pas que ces prélats ou ces prêtres-là, je ne pense pas que ce sont les seuls à nous diriger, à nous mettre autour d'une table. Et donc, nous croyons que, voilà, l'Église a plusieurs pères spirituels qui peuvent nous diriger et sans s'attacher à une ou une autre personnalité. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple aujourd'hui qui trouve que Martin Fayoulou s'est tiré une balle dans le pied avec ces changements de fréquence, comme on dit, entre guillemets, pour qu'il lui fasse confiance et que ce dialogue puisse avoir crédit? Mais Martin Fayoulou, quand vous dites que Martin Fayoulou change de position, mais pas du tout. On a parlé ici de ce dialogue, l'idée même du dialogue. Mais l'idée a été évoquée ou proposée depuis 2019, Andy.
Et les documents est toujours là, en ligne, disponible. Vous pouvez les lire. C'est que Martin Fayulu a déjà estimé déjà en 2019 qu'on avait besoin de mettre en place, il y avait ce besoin-là de mettre en place un cadre de dialogue et d'échange pour des réformes institutionnelles. Et ça a Et fait du bruit, ça a fait du bruit et ça a voilà. capoté parce que dans l'opposition même, on pensait que c'était pour le partage de pouvoir. Voilà, il ne s'agit pas du partage de pouvoir ici. Donc, vous avez vu que Martin Fayulu est resté constant dans cette démarche. Et même pendant les élections, mais Martin Fayulu est revenu dans le processus électoral parce que les pères spirituels étaient impliqués. Et donc, il y a toujours, Martin Fayulu garde toujours cet esprit d'échange, de dialogue autour de nos pères spirituels. Et donc, il n'y a pas eu de changement dans la démarche de Martin Fayulu. C'est qu'on a proposé le dialogue en 2019 au lendemain des élections de 2018 et aujourd'hui, 2024, 5 ans après, nous continuons cette démarche de dialogue parce que nous estimons que euh, les solutions de notre pays passeront par des réflexions sérieuses. Parce que quand les gens se réunissent pour partager le pouvoir, on ne peut pas espérer quelque chose de durable dans ça. Parce que le pouvoir, c'est un mandat. 4 ou 5 ans, 5 ans, c'est fini. Mais quand vous réfléchissez sur des réformes, vous réfléchissez sur quelque chose qui est plus durable, qui va au-delà des mandats. Les réformes que nous mettons, sur lesquelles nous allons réfléchir aujourd'hui, vont au-delà d'un mandat politique. Et donc, ces genres de discussions, c'est non, c'est évidemment, c'est normal aujourd'hui que ça surprend les gens parce que notre classe politique ne nous a pas habitués à ces genres de dialogue. Votre mot de la fin, maître. Martin Fayulu, première chose, c'est que Martin Fayulu n'a jamais changé de démarche dans ce qu'il demande. Nous avons demandé le dialogue en 2019 et nous continuons dans cette démarche jusqu'aujourd'hui 2024. Mais aussi, il y a ce besoin de dialogue parce que, comme je vous dis, chaque société, chaque État, chaque nation se fonde sur deux éléments, la volonté de vivre ensemble et la volonté de se soumettre aux mêmes lois. Et donc, il s'agit ici de réfléchir sur ces éléments, mais aussi de façon concrète, de voir comment nous pouvons ensemble mettre en place une bonne gouvernance, mettre en place un système de sécurité et de défense fiable et fort, mais aussi des réformes institutionnelles qui vont aller au-delà des mandats politiques, mais qui vont nous permettre d'aboutir ou d'aller dans des processus réguliers, parce que, au fait, quand les élections sont irrégulières, évidemment, les résultats ou les gens qui naissent de ces processus-là manquent de légitimité. Et donc, il s'agira de réfléchir sur ces axes-là de notre pays. Mais je vous rassure encore ici, je vous garantis qu'il ne s'agit pas de partage de pouvoir. Martin Fayulu n'entrera pas dans un gouvernement voilà, issu d'un dialogue. Et nous aussi, qui soutenons Martin Fayulu, nous n'entrerons pas dans cette démarche de partage du pouvoir. Et c'est noté, je répète, que Martin Fayulu, après ce dialogue, ne se retrouvera pas dans le gouvernement, ni même ceux qui l'accompagnent. Merci beaucoup, maître, de votre disponibilité. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, Andy.